Donc c'est parti pour cette journée avec les actions 2024 qui, comme vous le savez, nous, dans la filière, sont des actions vraiment qui s'inscrivent dans une dynamique de réseau, puisque la filière, c'est un réseau qui rassemble des partenaires au bénéfice de tous les patients qui sont touchés par une maladie rare, mais aussi dans une action de coordination en fait de tous les professionnels de la prise en charge, les centres de référence. Donc nous, on travaille avec tout cet écosystème en fait de partenaires, donc vous-même, les associations qui nous aider en fait à construire des projets, à les affiner, à les rendre, on va dire, opérationnels et surtout pragmatiques. On a des actions qui dépendent aussi, bien entendu, des plans de santé maladies rares, des actions que nous menons aussi avec nos autres collègues des 22 autres filières de santé maladies rares, parce qu'il y a quand même de la transversalité dans ce que l'on propose, et puis bien sûr des actions qui nous sont propres. Alors toutes ces actions, donc elles sont animées et proposées par l'équipe projet de la filière que je vous représente ici et à qui je tiens vraiment à rendre un hommage pour l'accompagnement dans tous les projets. Et puis surtout nos plateformes en fait d'accompagnement. Vous connaissez la plateforme de ressources médico-sociales qui est animée par Isabelle Momy, qui vous fera une présentation tout à l'heure des actions de l'année. Le centre de ressources psychologiques qui est animé par Claire-Cécile Michon et Anne-Laure Ramelli. Maintenant, nous avons aussi un pôle kinésithérapie. Vous connaissez bien Iris avec ses nombreux outils d'accompagnement, dont BrainMove, dont on reparlera tout à l'heure. Et puis, on a aussi un petit groupe d'attachés de recherche clinique qui sont très bien représentés ici aujourd'hui par Aneta et Johan, que vous voyez ici, et qui en fait s'occupent de tout ce qui est le management et la saisie de toutes les données patients et d'accompagner tous les centres maladies rares dans la saisie de ces données, dans leur contrôle, parce qu'il y a plein de projets qui découlent de la collecte de ces données. Donc, un grand merci à vous deux. Et puis en fait, si on étend un petit peu toutes les ressources de Brain Team, ça fait 15 personnes en fait au total, pour un peu plus en fait de 8 équivalents temps plein qui travaillent sur le projet Brain Team dans toute sa dimension. On a en fait pour les quelques mois à venir en fait une volonté de pouvoir développer un pôle un petit peu plus global de rééducation. Donc le pôle kinésithérapie va s'étoffer vraisemblablement d'un petit pôle orthophonie et puis d'un pôle ergothérapie, mais ça on en reparlera dans la deuxième partie de l'après-midi. On n'est pas tout seul non plus au cœur de Brain Team, on travaille avec des partenaires que vous connaissez peut-être, dont certains sont déjà intervenus lors de ces journées, comme Juris Santé par exemple. Mais cet après-midi, vous allez rencontrer Marie-Claire Artaud-Beauté qui vous parlera de Neuroceb, qui est un de nos nouveaux partenaires de l'année. Et puis, on travaille aussi avec le Tech Lab et APF France Handicap, et on a Tania aujourd'hui qui représente le Tech Lab et APF France Handicap, donc qui interviendra en deuxième partie de journée avec Aurélie. Et puis, l'Association française des aidants et tous nos réseaux d'établissements partenaires avec lesquels Isabelle Momy travail. On a aussi dans Brain Team, ça c'est un petit peu plus, on va dire, confidentiel pour vous, aussi un guichet de traitement qui s'occupe de tout ce qui est accès dérogatoire pour les dossiers de demande de prescription hors AMM. Et ça, Lokang, qui est ici, qui est notre chargée de mission suivi des projets, est pharmacienne, donc elle s'occupe aussi de tous ces accès dérogatoires. Donc, si on résume un petit peu les grandes ressources que l'on développe dans Brain Team et qui vous sont dédiées directement ou indirectement, vous le connaissez, on a des ressources qui sont vraiment dédiées aux aidants, mais aussi aux professionnels. Donc les aidants, c'est le programme aidant que vous connaissez bien maintenant. Et puis aussi le pôle de ressources psychologiques qui accompagne les associations de patients, certains patients en individuel quand il y a des demandes de suivi de cas complexes. Et puis aussi les professionnels des centres de référence, puisqu'elles dynamisent le réseau des psychologues des centres. Destinées aux patients et aux professionnels, ce sont toutes les actions qui sont du ressort de l'axe médico-social, qu'Isabelle vous représentera tout à l'heure, et puis l'axe rééducation aussi avec Iris, dont une partie de ces actions en fait servent à éditer des recommandations de prise en charge kiné pour certaines pathologies, par exemple, participer à des projets de recherche également. Et puis, des actions qui vous sont directement ciblées pour les patients, les cartes urgences.
on en reparlera tout à l'heure aussi, je vous dirai un petit mot dessus. Et puis le programme Brain Move d'auto-rééducation qui vous est directement dédié, et vous pouvez même le présenter à vos voisins, à votre boulanger, à qui vous voulez. C'est un programme qui, bien sûr, est dédié à nos pathologies rares, mais qui peut aussi être suivi dans une globalité autre qu'un spectre de maladies. Puis il y a plein d'actions qu'on fait, en fait, dont je ne vais pas parler aujourd'hui, mais qui relèvent en fait de grands axes du plan concernant l'impasse diagnostique, l'errance diagnostique, ça c'est tout ce qu'on fait avec les médecins G, tout ce qui est prise en charge avec programme de TP, accompagnement à la rédaction des PNDS, des formations de professionnels avec le DIU médico-social par exemple, et puis j'en parlais, toutes nos actions en lien avec la NSM ou la HAS pour les accès hors AMM. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on fait avec des actions que vous voyez, puis d'autres que vous allez moins voir, et c'est normal. En fait, tout est expliqué, tout est rassemblé sur notre site internet. Et si vous allez dans notre onglet Actions, vous allez avoir une liste déroulante en fait de projets, et vous pouvez relire tout ce qu'on fait et voir un petit peu. C'est mis à jour régulièrement. N'hésitez pas à y aller. Concernant aujourd'hui, si vous cliquez sur la page web dédiée de la journée, vous retrouvez en fait toutes les documentations qui vont illustrer un petit peu le propos de nos conférences, et puis tous nos documents ressources, l'agenda, tout le pense-bête de la journée sera résumé sur cette petite page internet, et vous retrouvez le lien en fait sur la page d'accueil du site Brain Team aussi. Et puis bien sûr notre rapport d'activité annuel où là on est exhaustif et on raconte tout ce qu'on fait pendant l'année. Donc si un soir vous avez rien à faire, vous pouvez le lire. Voilà. On va attaquer tout de suite avec le vif du sujet sur qu'est-ce qui s'est passé dans nos vies, nous, depuis l'année dernière. Eh ben, on a eu la joie d'avoir les résultats enfin de la campagne de relabellisation des centres, puisqu'ils nous l'avaient promis en fin d'année et qu'effectivement c'est arrivé le 29 décembre 2023. Donc ça a été publié au bulletin officiel à cette date-là. Donc si vous voulez voir le détail de tout ce qui est officiellement reconnu par le ministère, il faut aller à la page 138-156 du bulletin officiel du 29 décembre 2023. Pour faire simple, dans Brain Team, en fait, on est 190 centres de référence maintenant, avec 43 centres de référence, 11 coordonnateurs, 32 constitutifs, et puis 147 centres de compétences. On a encore grossi, on a pris 10% de centres de référence, parce que certains centres qui étaient dépourvus de centres constitutifs, par exemple, ou qui voulaient étoffer leur réseau de compétences dans certaines régions, ben, ont rempli leur mission, en fait, de coordination territoriale, et ont pu, comme ça, étoffer leur réseau de prise en charge. Au final, ce qu'il faut retenir, c'est que dans Brain Team, ça bouge pas beaucoup en termes de périmètre. On reste sur le périmètre des mêmes atteintes historiques. Ça ne bouge pas. Pareil pour les centres de référence, ça ne bouge pas. Je vous ai remis les noms des centres de référence coordonnateurs au regard, en fait, de tous nos grands groupes d'atteintes. La seule chose qui a changé, c'est qu'en fait, il y a eu de créer un nouveau centre de référence coordonnateur pour la prise en charge des dystonies et des mouvements anormaux, mais qui existait auparavant, puisque ce centre était un centre constitutif du centre de référence des maladies génétiques rares du système nerveux central coordonné par Alexandra Dur, et le jury a souhaité que ce centre soit coordonnateur et ne soit plus centre constitutif. Donc, c'était pas prévu, ça s'est fait à la demande du jury, et donc on se retrouve aujourd'hui avec 11 centres coordonnateurs, même si on a proposé que 10 dossiers de candidature de centres. Mais ça ne changera rien, en fait, au final, à l'organisation de la filière. La filière, donc je vous ai remis à jour ici le tableau avec tous les noms des coordonnateurs et de leurs centres constitutifs associés. On est une filière, vous le voyez ici, avec le petit logo de la PHP qui reste encore très parisienne, puisque le centre des dystonies qui a été créé est un centre qui est à La Pitié-Salpêtrière. Donc 8 centres sur 11 centres coordonnateurs sont localisés à Paris. On reste quand même, on va dire aussi en région, puisqu'on a pu étoffer, et je vous ai remis ici la carte du maillage territorial des centres de compétences uniquement. Et vous voyez que par région, vous avez ici le nombre de centres de compétences de Brain Team. Ça s'est assez homogénéisé entre les régions, même si vous le voyez, il nous manque. Alors je suis désolée, les dom-tom ont sauté, mais on a des centres de compétences dans les dom-tom en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion. Et c'est tout, on n'en a pas en Guyane chez nous. Mais on n'en a pas du tout en Corse. Donc voilà, à chaque fois que je présente cette carte maintenant, j'incite les centres de compétences à pouvoir réfléchir, à pouvoir inclure en fait des centres en Corse pour la prochaine relabellisation.
Donc, on a une filière qui reste très adulte encore, puisque vous voyez qu'on a 97 centres qui sont spécialisés dans la prise en charge adulte, même si parmi ceux-là, 71 sont des centres mixtes, proposent quand même une prise en charge pédiatrique pour le spectre de pathologies qu'ils prennent en charge. Au rayon des plans de santé, je l'avais annoncé l'année dernière, je le redis, donc le PNMR3 c'est terminé. Là, on est dans un entre-deux, puisque à cette époque-là, on était en plein dans la préparation du PNMR4. Et ce PNMR4, en fait, a été un petit peu arrêté avec les élections législatives du 9 juin. Et en fait, et la dissolution de l'Assemblée, puisqu'on avait travaillé sur un calendrier très serré en fin d'année dernière, avec 4 grands axes qui étaient proposés pour animer ce PNMR4 et des sous-groupes de travail. Ça faisait beaucoup en fait de propositions. À chaque fois, dans chaque groupe, il y a des experts du soin et de la recherche qui ont validé des propositions. Il y avait dans chaque groupe des représentants d'associations de patients. Très souvent, c'était l'Alliance Maladies Rares qui siégeait, mais il y avait aussi d'autres associations de patients. Tout ceci a été colligé par la DGOS au mois de janvier, proposé en fait au final une trame avec retenu certaines propositions phares, et en fait c'était en cours de rédaction et de budgétisation, mais malheureusement tout s'est stoppé un petit peu au mois de juin, et le ministère nous annonçait un rendu à l'été, et là on n'a toujours pas de visibilité sur un calendrier de publication. Donc on attend. On sait que le ministère de l'Industrie en fait est venu se rajouter en fait au ministère de la Recherche et de la Santé pour la co-construction de ce plan. Donc on pense qu'il va y avoir effectivement un plan qui sera peut-être un petit peu plus large au niveau des leviers que l'on pourra solliciter dans certains axes, notamment au niveau du diagnostic. Dans Brain-Team, on était assez impliqués dans la construction de ce plan sur 2 de ces axes. Le lien ville-hôpital, puisque Christophe Verny avait été demandé comme étant personne qualifiée pour pouvoir animer ce sous-groupe de travail. Donc, il y a eu plein d'auditions qui ont été réalisées entre le mois de décembre et le mois de février. Beaucoup de contributions qui ont essayé de balayer les 3 étapes clés du parcours du patient, c'est-à-dire avant d'arriver à l'hôpital, quand le patient est à l'hôpital et quand le patient sort de l'hôpital. Et autour de ces 3 étapes, en fait, on avait identifié 16 enjeux et on a fait 60 propositions. Donc du coup, c'était un groupe qui était assez fourni, avec beaucoup de propositions. On ne sait pas encore ce qui sera retenu, mais il y a eu une grosse implication de la filière sur la construction en fait de ce groupe de travail. Et puis également, on a participé à l'Observatoire des traitements qui était animé par Éric Achula et Laura Tourvielle pour un petit peu discuter des perspectives à mettre en place sur tout ce qui est accès dérogatoire. Voici, ça c'est une diapositive de la DGOS, c'est en fait le résumé des propositions qui ont été retenues en fait pour la construction-rédaction du PNMR4. Alors elles sont présentées par grands axes donc de travail, parcours de soins, parcours de vie, traitement, innovation, diagnostic et puis biobanque. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est ce que j'ai mis en rouge, c'est ce qui change un petit peu du dernier plan, c'est-à-dire que là on a vraiment un axe coordination globale du parcours de vie qui n'existait pas dans le PNMR3. Donc là on imagine que là il va y avoir des leviers qui seront proposés, on l'espère en fait du ressort avec les HAS de manière un peu plus fluide, avec d'autres coordonnateurs des parcours de soins sur le terrain pour permettre de coordonner encore mieux en fait le parcours de vie et non plus de soins du patient. Et puis là il y a tout un tas de propositions pour accélérer les diagnostics. On en a parlé un petit peu l'année dernière avec le projet Périgénomède, qui en fait essaye de pousser pour avoir du diagnostic du prénatal en fait, néonatal pardon, génomique, ce qui est complètement nouveau. Au niveau des traitements, vraiment un gros coup d'accélérateur sur la collecte des données. Donc ça, la DGOS pousse en fait les filières ou les plateformes maladies rares dans cet effort de saisie et de collecte. Et puis vraiment, ce qui est vraiment arrivé, ce qui est tout nouveau, c'est tout ce qui est biobanque et biocollection. Et on pourra en reparler cet après-midi avec Neuroceb. Mais nous, du coup, dans Brain-Team, on s'inscrit complètement dans cet effort en fait de mettre en place des biocollections organisées pour les maladies rares. Et donc, on est très content d'avoir un petit peu pris de l'avance là-dessus. Ça, c'est le calendrier de labellisation filière tel qu'il nous l'est proposé en fait par la DGOS. Donc, pourquoi en fait je vous le présente là? Parce que
En fait, normalement, la construction du 4e plan et sa publication est la première étape, en fait, de l'étape de relabellisation des filières. Normalement, ce qui se passe, c'est que quand il y a la relabellisation des centres de référence, après, il y a un plan, et puis en fait, on attend que le plan soit publié pour que nous, filières, on puisse proposer en fait notre dossier de candidature pour être relabellisé en s'inscrivant dans les lignes directrices du plan maladie rare. Là, on n'a pas de plan maladie rare, mais pour des régions en fait budgétaires et de conduite de projet, la DGOS maintient sa campagne de relabellisation des filières. Donc nous, la dernière fois qu'on a été labellisé, c'était en 2018. Donc là, on arrive à notre échéance et on se lance dans une campagne de relabellisation de filières. Et donc là, nous, avec Bénédicte, ça va faire un mois qu'on travaille d'arrache-pied sur un dossier en fait de relabellisation, de candidature de Brain Team, avec cette échéance qui est annoncée de parution de l'appel à projet pour la relabellisation des filières que l'on attend toujours, qui n'est toujours pas paru, mais on a un rendu qui, de toute manière, sera au 19 décembre, quoi qu'il arrive. Donc nous, on doit rendre un dossier pour le 19 décembre, voilà, un dossier assez complet, et vous serez sollicité par mail. On va vous envoyer en fait un petit questionnaire à nous remplir avec quelques questions qui vont nous aider en fait à compléter le dossier de relabellisation filière sur certains aspects en fait qu'ils nous demandent. Donc on vous remercie d'avance de répondre à notre petit questionnaire. Monsieur Delarocque, vous aviez une question? Juste, Hubert m'avait demandé s'il y aurait des lettres de soutien à donner de la part des associations. Je ne crois pas. Je revérifierai, mais je pense vraiment pas qu'il y ait de lettres. Ou alors c'est une lettre commune peut-être. Je me souviens plus, mais je vous le redirai très vite. Je vais regarder ça. Oui, il y a une question en ligne en attendant, peut-être. Une question de la salle et une question de la salle. Il faut non, c'est pas là, c'est en haut, là en haut, là. Ouais. C'était une précision par rapport au courrier des associations. Il y a maximum 3 courriers, mais minimum 1 courrier dans le dossier de soutien pour la relabellisation de la filière. Oui, voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça que chez nous, on va essayer de demander un courrier commun. Merci beaucoup des précisions. Je me souvenais plus exactement. Donc voilà. Donc un rendu fin décembre. En janvier, en fait, l'évaluation en fait par un trio d'experts des dossiers. La réunion du jury en février pour en fait un accès au financement lors de la première circulaire budgétaire. Donc voilà un petit peu le calendrier contraint que l'on va suivre. Mais bien sûr, on reviendra vers vous pour vous soumettre en fait de toute manière le questionnaire avec les questions qui vont nous aider à co-construire ce dossier. Et puis surtout, on vous enverra la proposition de dossier de candidature aussi en amont avant la soumission. Donc voilà comment nous, on va s'inscrire en fait dans notre méthodologie de travail. Donc nous, on va s'inscrire vraiment dans une continuité. On va rien révolutionner dans Brain Team. On va rester sur notre axe de ce qu'on fait déjà, c'est-à-dire sur tout ce qui est prise en charge, recherche, formation. On va vraiment continuer ce qu'on fait. On va vraiment rien révolutionner. Donc là, ce qu'on est en train de faire avec Bénédicte, nous, on fait des entretiens avec les 43 centres de référence individuels pour les interroger sur certains points, pour recueillir en fait leur remontée sur leurs activités de centre. On va questionner en fait les 147 centres de compétences. Et on va vous questionner également en ligne, en fait, avec un petit questionnaire sur SurveyMonkey, comme on l'a déjà fait par le passé. Donc ça, c'est notre méthodologie là préparatoire. Et puis début décembre, là, dans pas longtemps, on va s'attaquer à la rédaction même en fait du dossier. Alors c'est un dossier administratif avec une fiche d'identité de filière, le périmètre des maladies, la composition des acteurs, un organigramme. Il va falloir qu'on décrive les relations qu'on a avec notre établissement d'accueil à Angers, tout ce qu'on met en place au niveau communication. Il y aura toute une partie en fait où on va devoir relister les actions majeures que l'on a réalisées sur la période 2018-2024.
Et puis qu'on propose en fait notre projet à 5 ans sur les aspects diagnostic et prise en charge, recherche, Europe, formation et information. Mais à chaque fois, on a un champ assez contraint en fait pour répondre à ça. On a 300 mots, ce qui est très court. Donc, on va essayer de proposer vraiment des points saillants, des grandes lignes d'orientation. L'idée, c'est absolument pas de rentrer dans le détail opérationnel. On va en fait faire valider la première mouture de ce projet lors d'une réunion de gouvernance de la filière qui s'appelle le Collège des centres de référence maladies rares. Donc ça, ce sera lors d'une réunion le 11 décembre, lors de laquelle on devra nommer le nouveau coordonnateur médical de la filière. Donc a priori, Christophe Verny souhaite se représenter et nous avons eu aucune proposition de candidature pour prendre sa succession. Donc normalement, encore une fois, pas de gros changements du côté de Brain Team. Et puis, on vous soumettra bien sûr le dossier également pour information et pour suggestion si vous pensez qu'il y a des choses à rediscuter. Tout ça pour être prêt en fait le 19 décembre pour un dépôt comme nous l'a demandé la DGOS. Donc voilà un petit peu pour la manière dont on va s'organiser dans ce temps qui va être très court, mais on essaye de le pragmatiser au maximum pour pas qu'on s'éparpille inutilement. Je vais faire le focus là sur certains outils en fait que l'on met à votre disposition et sur lesquels juste on peut rééchanger pour vous redonner nous des points de clarification. Les cartes urgence tout d'abord parce que vous nous l'avez demandé dans votre point en fait de suggestion quand on a construit l'ordre du jour ensemble. C'est juste pour vous redire que ces cartes d'urgence, donc le format avait été choisi à l'époque par la mission maladies rares et qu'en fait tout ce qui va être contenu en fait avait été discuté avec les représentants des associations de la filière lors d'une réunion il y a maintenant 3, 4, 5 ans, je me souviens plus, avec le nombre et le choix des items. On avait acté aussi que la distribution se faisait uniquement par les centres de référence et de compétences et que ces items en fait à champ étaient exactement les mêmes pour toutes les cartes en fait de la filière. Aujourd'hui, on utilise un système en fait. Nous, on ne préimprime pas les cartes et on ne les distribue pas dans les box de consultation des médecins parce qu'on a 500 maladies dans la filière. Il est impossible d'aller imprimer des centaines et des milliers de cartes et voilà. Donc, c'est un système en ligne où les médecins remplissent en fait la carte, les informations en ligne et c'est centralisé à Angers avec une secrétaire médicale qui imprime et qui envoie directement au patient la carte. Donc, c'est un système plutôt sécurisé. Et pour pallier au fait que il y ait besoin en fait de votre part, patient, enfin du demandeur de la carte, certaines informations qui ne figurent pas dans les dossiers hospitaliers des patients, on donne en fait aux patients cette petite feuille sur laquelle il pourra indiquer le contact, la personne à prévenir et le nom de son médecin traitant, puisque c'était des items qui avaient été souhaités par les associations de patients à la construction de cette carte. Donc, ce sera juste ces 2 items-là qu'il faudra remplir. Vous redonnez cette petite feuille à la secrétaire ou au médecin et lui, après, il fait la saisie en ligne. Et puis également, pour pallier au fait que ce soit une toute petite carte et qu'on ne puisse pas tout écrire dessus, on a rajouté en fait un QR code qui renvoie en fait vers une page web qui est dédiée en fait à la maladie de la carte urgence. Donc, c'est pas une web page qui est dédiée au patient lui-même. Hein. Il n'y a pas d'infos sur le patient, c'est des infos sur la maladie, où là, on peut rajouter tous les renseignements que l'on souhaite, qui nous sont donnés par les médecins et qui peuvent être utiles, en fait, dans la prise en soin et la prise en charge d'urgence, en fait, éventuellement, du patient. Donc ça, en fait, voilà, on peut rajouter vraiment tout ce qu'on veut. On a fait nous des pré-rubriques, mais on est complètement à disposition et flexible en fait pour les médecins qui veulent rajouter tout autre document. Et puis enfin, à votre demande, on traduit en fait ces cartes aussi en anglais pour que les patients qui se rendent en fait à l'étranger puissent également les présenter au cas où ils aient besoin d'une prise en charge. Le message qu'on avait envie de vous faire passer aujourd'hui avec Bénédicte, c'est n'hésitez pas à demander cette carte à votre médecin. C'est à vous de la demander. Le médecin, certains vont avoir le réflexe de vous la proposer s'ils sentent que ça peut être bénéfique pour vous, mais spontanément, les médecins, je pense, ne vont pas forcément vous la proposer lors d'une consultation. C'est pour ça qu'on a envoyer à tous nos médecins en fait une proposition d'affiche à mettre dans les salles d'attente des consultations pour faire rappeler en fait aux patients et à son accompagnant qui peuvent demander une carte de soins d'urgence dans le spectre des pathologies de la filière. Donc voilà, le message, si on peut vous le dire aujourd'hui, c'est de
pensez à la demander vous-même, voilà. Et puis encore une fois, un dernier rappel, c'est une procédure facultative que vous a présentée aujourd'hui. Si vous préférez rester sur un modèle ancien de carte d'urgence préimprimée que vous aviez fait dans votre asso parce que ça vous convient mieux, vous êtes tout à fait en droit. Enfin, nous, c'est une proposition, encore une fois, il n'y a pas d'obligation. Vous gardez le modèle que vous préférez. En revanche, nous, on ne pourra pas s'immiscer dans cette organisation d'impression, de distribution. On vous laisse, en fait, gestionnaire total, en fait, de l'impression, de la distribution de ces cartes. Et nous, on n'a pas d'action sur là. Mais vous êtes libre de pouvoir adhérer à ce système-là ou de garder votre système ancien si vous semblez que ça marche mieux. Donc, voilà. Je vais passer maintenant au pôle kiné, juste pour vous redire que donc Iris, qui jusqu'à maintenant travaillait avec Brain Team via en fait la réponse à des appels à projets de la filière, est maintenant entre guillemets recrutée officiellement depuis le 1er avril en tant que prestataire pour animer le pôle kinésithérapeute de la filière, et que donc elle a créé l'appli que vous connaissez maintenant qui est Brain Move, qui est cette petite salle de sport en fait en ligne avec des vidéos en fait qui proposent en fait des exercices d'autorééducation en fonction de la motricité du patient. Et en fait, ce qu'on voulait vous dire, c'est que là, on a tourné récemment, début octobre, des vidéos complémentaires pour venir étoffer la bibliothèque de vidéos de cette appli. Donc, des vidéos pour la prise en charge de l'atrophie multisystématisée, des dystonies et aussi des vidéos sur les exercices respiratoires pour améliorer la fonction respiratoire. Donc, on va continuer comme ça, en fonction des disponibilités des uns et des autres, de pouvoir proposer en fait et d'étoffer cette appli avec des nouvelles vidéos assez régulièrement. On voulait vous faire un petit point sur ce programme. Donc aujourd'hui, il y a presque 1000 programmes qui ont débuté dans Brain Move. Il y en a presque 45 qui sont terminés. Là, on voit peut-être pas très bien, mais si on regarde la répartition pathologie, c'est essentiellement des paraparésies, des ataxies qui sont pourvoyeurs en fait de ce programme, des AMS aussi, un peu de maladie de Huntington et quelques dystonies. Il y a quand même pas mal d'aidants aussi qui se sont inscrits. Donc voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Tout le monde est bienvenu à participer à Brain Move. Et puis, si on regarde un petit peu le profil des utilisateurs, ces 1000 programmes en fait sont suivis par presque 900 utilisateurs avec un âge moyen, on va dire adulte. Il y a un profil de motricité quand même qui reste des gens qui sont plutôt marcheurs au final, puisqu'on voit que les gens qui sont soit marcheurs avec des ambulateurs ou en fauteuil sont quand même plutôt minoritaires. Et donc ça, il faut bien expliquer aux gens qu'il y a des exercices qui sont adaptés au profil de mobilité un peu plus réduite. Donc ça, il faut vraiment faire passer cette info aussi dans vos assos pour que ces patients puissent bénéficier également d'exercices. Jusqu'à maintenant, vous voyez que cette appli, elle apporte entière satisfaction et les gens la recommandent. Donc, on vous invite également à la recommander également. Je vais juste maintenant passer au programme aidant que vous connaissez maintenant, qui est comme un programme de TP, mais pour accompagner l'aidant dans son rôle d'aidant, pas dans sa fonction, mais dans son statut d'aidant. Et pour vous dire que cette année, on a rajouté, en fait, à la demande des participants, un nouveau module qui traite des relations avec les autres aidants, donc tous les enjeux et les difficultés du partage d'aidance. Donc, on a rajouté ce module-là, qui sera comme dans les autres, un module en distanciel sur une session de 3 heures et qui sera animé par Claire-Cécile Michon et Anne-Laure Amélie, nos 2 psychologues coordinatrices. Donc, les inscriptions vont bon train, ça se remplit bien. On va les clôturer en décembre parce que le programme commence en janvier. Mais n'hésitez pas à continuer à promouvoir ce programme auprès de vos membres. Une des nouveautés aussi de cette année, c'est l'organisation du séminaire Penser et accompagner la fin, qui va traiter de tous les questions et des enjeux liés à la fin de vie. Donc, vous nous l'aviez demandé il y a 2 ans, on a mis longtemps à le construire, mais enfin, il est là. Donc, il va s'organiser sur 4 webinaires, 4 mardis, entre mardi prochain et le 17 décembre. Donc 4 sessions en soirée qui vont traiter de différentes thématiques pour balayer déjà un petit peu toutes les questions autour de la fin de vie. On a pas mal d'inscrits, beaucoup de professionnels, aussi quelques patients et proches. N'hésitez pas à faire la promotion. Si ça continue à bien fonctionner comme ça, peut-être qu'on le proposera de manière un peu plus régulière. On pourra le réitérer tous les ans avec
pareil, une flexibilité et une adaptation en fait sur le contenu des thématiques que l'on abordera. Cette année, on a ouvert, comme d'habitude, notre appel à projet pour les centres de référence de la filière uniquement dans un premier temps, et on leur avait proposé en fait 2 thématiques de soutien financier qui couvraient en fait toute la création d'outils pour animer les programmes d'éducation thérapeutique du patient, et puis aussi tout ce qui va être soutien bibliographique pour pouvoir les promouvoir et les soutenir dans leur volonté de faire des PNDS, mais également de participer à des projets qui requièrent en fait un travail bibliographique d'amont, comme le projet Accélérare ou les clés du diagnostic, qui sont des outils qui doivent aider en fait au pré-diagnostic de maladies rares. Donc, on vous annonce les lauréats aujourd'hui. Donc, dans la section outils pour les programmes d'ETP ou de transition, il y a 3 lauréats qui sont en fait le docteur Florence Lebert du CHU de Lille, qui a le projet DLFT sur un plateau. Donc, c'est création d'un jeu de plateau dans la gestion en fait par le malade de certains symptômes de la DLFT. Donc, c'est un jeu de plateau qui va pouvoir animer le programme ETP sur le côté gestion de la maladie. Un autre, en fait, lauréat, qui est le docteur Teschmann du Centre de la Pitié-Salpêtrière, toujours dans le centre de référence des démences rares, qui souhaite créer, en fait, une application de ETP musicothérapie. Donc, l'apport de la musicothérapie dans la prise en charge, en fait, de toutes les 4 maladies, en fait, qui sont dans le spectre de ce centre de référence. Et puis, enfin, Claire Evenchik à la Pitié, qui propose de développer des outils, en fait, pour son ETP également, de créer en 3D des structures anatomiques, des structures chromosomiques, par imprimante 3D, des cartes de situation pour animer le programme ETP. Donc voilà pour les 3 lauréats de ce premier appel à projet. Et puis sur le côté soutien bibliographique, c'est le docteur Rafik en fait du CHU de Toulouse qui a l'ambition de rédiger en fait un PNDS sur la prise en charge des encéphalites à anticorps anti-LGI1. Et puis le docteur Benoît à Nice sur pareil un PNDS sur les encéphalites à anticorps anti-Casper2. Donc c'est que des encéphalites qui vont travailler, et on est très contente en fait parce qu'elles vont même travailler ensemble et se rejoindre pour un 3e projet en fait pour alimenter l'outil qui s'appelle les clés du diagnostic, qui est un outil interfilière où on crée en fait des arbres décisionnels pour le pré-diagnostic, le diagnostic des maladies rares, et en fait avec une porte d'entrée clinique qui va être le trouble mnésique. Et à partir de là, en fait, elles vont dérouler ce symptôme clinique fréquent en population et qui peut conduire parfois à des diagnostics d'encéphalite. Voilà. Donc, on est très contente de ce projet. Et concernant l'appel à projet association de patients, avant, vous savez, on avait un seul et même appel à projet où on vous demandait de faire un projet transversal. Là, on vous avait proposé, en fait, pareil, de lancer un appel à projet avec vous pour financer 3 projets à hauteur de 30 000 euros. Donc, malheureusement, on n'a pas eu de proposition de votre part sur les thématiques à proposer. Donc, je relance ma bouteille à la mer, qu'on rediscute, mais on pourra le revoir tout à l'heure. Sur quelle thématique vous souhaitez qu'on lance un appel à projet pour vous soutenir? Est-ce qu'on le fait maintenant? Est-ce qu'on le reporte à plus tard? Quelles sont les modalités que vous souhaitez? On relance la bouteille sur votre intérêt. Donc, si vous n'arrivez pas à vous retrouver collégialement pour nous proposer en fait des thématiques, vous nous envoyez des mails individuels et puis on moulinera le tout, puis on vous proposera quelque chose de collégial. Mais n'hésitez pas, si vous êtes intéressé à ce qu'on vous soutienne financièrement, à nous proposer des thématiques. J'ai pas tout parlé, donc parce que là, il va y avoir Isabelle Momy qui va vous parler de tout ce qui est médico-social. Cet après-midi, il y aura un webinaire sur tout ce qui est conduite et les enjeux en fait de l'accès à la conduite. Le don de cerveau et de moelle épinière qui vous sera présenté par Marie-Claire Artaud-Beauté, qui est notre nouveau projet 2024 du côté, on va dire, recherche. Et puis tout ce qui est aide technique pour la communication augmentée alternative, j'arrive jamais à dire là, par Aurélie et Tania cet après-midi, qui est aussi notre projet 2024, mais du coup, j'en parle pas, je les laisserai parler de ça. Je vais juste terminer avec le calendrier, pour juste vous dire qu'on est
quand même très occupés aussi en ce moment, parce que là, à partir de demain, on repart, Bénédicte, Marie et moi-même, un petit peu partout en France, à divers congrès pour présenter les actions de Brain Team. Donc là, à Strasbourg, pour tout ce qui est médecine G, à Lyon pour tout ce qui est encéphalite, en fait. Et puis à Bordeaux pour le congrès kiné pour Brain Move. Le 30 novembre, Bénédicte, comme tous les ans, participera activement à la marche des maladies rares. Donc si vous êtes marcheur, vous pourrez la retrouver le 30 novembre à Paris à la marche. Et puis en décembre, donc on lance le séminaire fin de vie. Le 2 décembre, il y a les rendez-vous du médico-social avec Isabelle Momy sur le dossier MDPH. Son webinaire, le 10, sur les restitutions de l'étude sur les lieux de vie. Le 19 décembre, on soumet notre dossier Brain Team. Après, on part en vacances un peu. Et puis en janvier, on repart avec la session 5 du programme aidant. La deuxième journée des psychologues du réseau de la filière. Le 29 février, la journée internationale des maladies rares. Le 28, pardon. Je l'avais corrigé en plus, je sais pas pourquoi il est revenu celui-là. Et le 25 mars, la journée annuelle de la filière. Donc on vous attend parce que c'est les 10 ans de la filière. Donc notez-le dans vos agendas. Ce sera à Paris, peut-être pas à l'ICM, mais dans un autre endroit, on vous préviendra, mais ce sera quand même dans le centre de Paris.